Bonjour Lionel, merci de nous recevoir dans ce petit coin un petit peu plus à l'ombre du festival Terre du Son. Donc là c'est la tournée d'été. Oui. Allez, on est au tout début ou là il y a encore pas mal de dates. Comment vous vous sentez par rapport à tout ce qui va arriver? Bon, on se sent assez serein. En fait, on a joué, on n'a pas arrêté de jouer depuis septembre dernier. Et c'est le premier été où on joue plus régulièrement sur des festivals. C'est assez nouveau pour nous, surtout des festivals de cette taille-là. Parce qu'en fait, donc pour rappeler un petit peu le contexte de votre groupe, c'est que vous vous êtes créé en 2009. Vous vous êtes surtout fait connaître en Amérique par rapport à des morceaux qui avaient été mis sur MySpace. Donc vous avez commencé par tourner là-bas, vous avez signé sur un label aux États-Unis, et puis là vous commencez quand même à bien vous faire connaître en France, grâce à Malamort, qui est un album qui est sorti il y a 2 ans, et cette année avec Shadow People. Est-ce que c'est pas un peu frustrant d'être connu dans son propre pays aussi tard finalement? Pas du tout. En fait, c'est entièrement de notre faute parce on n'a jamais cherché à être connu. On voulait juste faire des disques. En gros, ouais, on a commencé à bidouiller des chansons, Marie et moi, dans notre coin. Et par un pur hasard, on a d'abord signé aux États-Unis. Donc, on a fait une tournée américaine en 2010, qui n'était pas prévue non plus, parce qu'en fait, on comptait pas spécialement faire d'album ni rien, mais les choses se sont faites comme ça. Et il y a quelques temps, on a enregistré un album avec Pascal Comlat qui s'appelle Traité de guitare trio électrique, et on a rencontré les gens de Because Music à Paris comme ça. Et Because nous a proposé de rééditer le fond de catalogue américain et de repartir sur un nouvel album avec eux. Donc, on a fait Malamort qui est aussi sorti aux États-Unis. Et là, c'est le deuxième disque qu'on fait avec Because, qui est un vrai label, une vraie maison de disques, dans le sens où ils font vraiment le boulot de promo et ils font vraiment en sorte que les disques soient disponibles. Tu vois, dans le maximum d'endroits, que ce soit le réseau des Fnac, mais aussi les disques radio, etc. Et du coup, grâce à ce support-là, en fait, on a commencé à avoir une audience plus importante, et on a aussi commencé à travailler avec René de chez Radical, qui a fait un gros boulot de promo pour le live, et ce qui nous a vachement aidé à trouver des dates et à accéder à ce type de festival qui nous était fermé jusqu'à présent. Entre parenthèses, on ne courait pas après non plus, tu vois. On pensait même ne pas aimer ça au départ, et puis on a commencé à jouer sur les festivals l'été dernier, et on y a pris goût. Parce qu'on commence à y arriver, je ne dis pas qu'on va y arriver aujourd'hui, mais on a commencé à trouver nos marques et à prendre du plaisir à jouer sur des plateaux aussi gros que celui-là, quoi. Ce qui n'était pas évident pour nous au début, quoi. Radical Prod qui s'occupe notamment du festival Lévitation auquel vous avez joué. Ouais. Votre musique elle est très psychédélique, il y a des références assez yéyé, assez garage aussi, il y a plein de choses. Et on le sent vraiment dans ce nouvel album Shadow People, il y a beaucoup de collaborations. Déjà Pascal Comlade a travaillé avec vous sur ce disque, sur ce nouveau disque. Pascal, au tout début, en fait, on a fait quand j'ai enregistré toutes les rythmiques à Cabessany, à côté de Perpignan, dans notre maison. On a un petit studio à la maison, et je suis allé faire plein d'enregistrements avec Pascal à Serré, où il a posé des tas et des tas de pianos et de petits pianos sur Shadow People. Ouais, donc oui, Pascal est présent sur le disque, bien sûr. On a aussi rencontré Bertrand Belin en tournée, qui a enregistré Dimanche avec nous. Emmanuel Seigné qui est venu nous voir pour un tout autre projet, et on lui a proposé de faire un titre avec nous, elle l'a fait, voilà, et on est devenus amis depuis. Et le disque il s'est monté un peu comme ça, à coup de rencontre en fait. L'idée au départ c'était pas de faire du tout un album avec des featuring célèbres pour attirer le chaland, si tu veux, c'était pas ça l'idée, c'était juste c'est un album qu'on a travaillé comme tous les autres, mais comme c'était une année assez riche en rencontres en fait, du coup il s'est retrouvé blindé d'invités. Il y a Peter Hook de New Order aussi qui vient jouer de la basse, il va être sur tous les albums. Ouais, alors, ça c'est une espèce de blague, mais c'est vrai, moi si je peux, j'inviterai Peter Hook sur tous les disques qu'on fera, mais j'espère qu'il dira oui tout le temps. On est des vieux fans de Joy Division et des débuts de New Order. Il y a aussi Anton Newcombe du Brian Johnston Massacre qui travaillait sur Istanbul SCP parmi les morceaux. Comment c'est de travailler avec Anton Newcombe? Est-ce qu'il ressemble à ce qu'on voit dans Dig, ce documentaire Dig, tu sais, ça commence à être un vieux doc, hein, ça se coulait sous les ponts depuis, et Anton est plutôt un mec plutôt ouvert, généreux, à l'écoute. Après il peut avoir des montées de speed, de nerfs de temps en temps, mais nous globalement ça s'est toujours passé de manière ultra sereine, et c'est quelqu'un qui n'a fait que nous aider à partir du moment où on l'a croisé, quoi, pour des tas de raisons. Entre autres, Radical, c'est beaucoup grâce à Anton, parce qu'en fait il nous avait invité à faire la première partie de Brian Johnston Massacre à Paris, en sacrifiant une partie de son set, en nous prêtant tout son matériel, etc. Et Anton, ça c'était il y a 2 ans et demi, et depuis il n'a pas arrêté de nous aider, de parler de nous partout. Donc c'est quelqu'un, déjà il y a des tas de...
ce côté-là de son caractère, tu pouvais déjà le deviner dans Dig, sauf que dans Dig, il était un peu au fond du trou, et là, c'est plus du tout le cas. Oui, donc comment on travaille avec Antonio Combe? Est-ce que ça se passe à Berlin dans son studio? Est-ce qu'il y a en France? Comment ça s'est passé? En fait, nous, on a maquetté tout l'album, et même beaucoup plus que ça. On a maquetté pratiquement 2 albums pour en faire un, donc pour Shadow People, à la maison, et on comptait le finir à la maison. Et en fait, c'est le moment où il nous a branchés pour qu'on travaille ensemble. Donc je lui ai dit qu'on avait déjà bien entamé le boulot, et que si ça l'intéressait, on pouvait, plutôt que d'attendre un prochain disque, tu vois, partir sur cette base de travail-là. Donc on a pris les bandes, et on est parti à Berlin avec ça, et on a fini tout l'album à Berlin avec Anton, et on est remonté une fois pour travailler sur le mixage. Donc ça s'est fait en 2 voyages assez courts, hein. C'était des sessions de 4 jours et 3 jours, je pense, de mémoire. Et Anton il bosse comme Pascal Comlade et comme nous, c'est-à-dire qu'il bosse super vite. Il garde la plupart du temps les premières prises, et il perd pas 10 ans sur une caisse claire ou sur un son de basse, tu vois, ça va vraiment très vite. Il sait ce qu'il veut en fait, il a une idée précise de ce qu'il veut. Alors on avait, ni lui ni nous, on avait d'idées précises de ce qu'on voulait au moment de la prise de son, mais par contre on trouve les trucs sur le moment, et si ça nous plaît, si tu veux, on cherche pas à améliorer le riff ou le jouer mieux si on sent qu'il se passe quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Donc on préfère garder une prise un peu accidentelle qui nous intéresse que de faire un truc hygiénique au Pro Tools ultra emmerdant au final, quoi. C'est un peu ça l'idée. J'avais lu dans Rock and Folk, Antonio Combe disait de vous, les Mianos, que vous aviez beaucoup d'imagination. Comment ça se manifeste dans votre musique? À votre avis, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? J'en sais rien du tout. Beaucoup d'imagination. Et que écoute, c'est difficile de commenter ça, quoi. J'espère qu'il a raison. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on a commencé ce groupe-là, on n'a jamais eu de période où on n'arrivait pas à enregistrer ou à faire des trucs qui nous excitaient, disons. Et ça, vraiment, c'est une vraie chance, parce que je redoute le moment où on aura plus envie d'aller en studio ou de tourner, quoi. Pour l'instant, je touche du bois. Ça c'est un projet qui est ultra excitant pour nous encore aujourd'hui, et j'espère qu'on arrivera à encore avoir suffisamment d'imagination pour faire des choses intéressantes, si jamais on fait des choses intéressantes. Mais cette idée, si tu veux, de sortir du groupe lambda qui répète ensemble et qui décide tout de façon démocratique, le fait qu'on ait décidé de monter un groupe à 2 et d'imposer l'idée qu'on avait dès le départ de la musique qu'on voulait faire et le genre de disque qu'on voulait enregistrer, ça nous a plutôt porté bonheur jusqu'à présent, et c'est une organisation, une façon de voir qui nous a permis vraiment de faire des tas de trucs, et pas que liés à la musique. Ça nous a aussi permis de faire presque le tour du monde. Là, on revient de l'île de la Réunion, c'était une rencontre vraiment démente. L'année dernière, on est allé en Australie, on a rencontré des tas de musiciens géniaux. On est allé en studio en Australie, on a fait des dates. Enfin, tu vois, c'est des choses que j'aurais jamais espéré pouvoir faire quand j'étais gamin. Et donc, un groupe de rock, ça sert aussi à ça. Et en plus, on s'est aperçu que plus on tournait, plus on voyageait, et plus on avait d'opportunités pour inviter des gens à participer au disque. On a rencontré des nénettes qui s'appellent les Pink Tiles à Melbourne, qui sont vraiment complètement démentes et qui font des chœurs et des arrangements à la Phil Spector. On les a invités sur le disque. Tu vois, si on n'était pas allé tourner là-bas, le disque aurait pas du tout sonné de la même manière. Donc voilà, c'est les Liminianas, ça a changé bien des choses dans notre vie de manière positive aussi pour ce genre d'aspect-là, tu vois. Vous avez aussi joué à l'Alliance française, je crois, en Australie. La musique francophone, le français, il s'exporte bien. L'étranger, les étrangers, comment ils réceptionnent ces chansons avec ce langage qu'ils connaissent pas? C'est curieux, c'est des gens comme Antonio Combe ou des gens comme Bill Elisa de Trouble in Mind, qui est notre label à Chicago, connaissent bien mieux que nous souvent la musique underground française des années 60-70. C'est aussi des gens qui nous ont fait découvrir des films alors qu'on est plutôt cinéphiles et qu'on était sur le cul, parce que tu vois, de temps en temps ils nous parlaient de trucs inédits, Truffaut, de Godard, que moi je connaissais pas du tout. Et là encore, j'étais le mois dernier, il y a un mois et demi à Berlin avec Anton pour travailler sur le prochain disque d'Emmanuel, et il m'a fait écouter des enregistrements français ultra obscurs, vraiment intéressants, et voilà. Donc évidemment c'est pas le cas de tous les Américains, de tous les Australiens et de tous les Anglais qu'on a croisés, mais il faut pas qu'on se sente en dessous en fait par rapport à ça, parce que si nous de notre côté on admire beaucoup de réalisateurs américains, beaucoup de réalisateurs anglais, des tas de producteurs américains, anglo-saxons, etc. À l'inverse, eux aussi sont fascinés par un pan de notre culture qui nous intéresse pas forcément en fait. Y compris, tu vois, à Nashville, on était avec les mecs des Paperheads qui doivent avoir 19 ans et qui connaissaient le nouveau romantisme français sur le bout des doigts, enfin des tas de trucs comme ça. Moi j'étais complètement étonné par ça. Donc c'est vachement intéressant d'avoir leur regard sur ce qu'on fait. Sur scène, j'ai cru comprendre que pour chaque album, vous aviez une configuration différente sur les tournées.
Est-ce que je me trompe ou... Presque vrai. En fait, ouais. En fait, le groupe a 10 ans, donc il y a des tas de musiciens qui sont passés dans le groupe depuis 10 ans. Il y a eu des périodes où le groupe était très mauvais et des périodes où j'espère on était meilleur. Et pour des tas de raisons, parce que des fois on n'était pas spécialement dispo pour travailler, pour répéter beaucoup. Nous, on a besoin de répéter beaucoup parce que Marie et moi, on n'est pas de grands musiciens, tu vois. On est plutôt des gens qui ont besoin de bosser pour y arriver. Et il se trouve qu'avec le groupe qu'on a en ce moment, qui correspond aux deux derniers albums, on a réussi à trouver une espèce d'équilibre qui nous permet à la fois de bosser beaucoup et de rigoler beaucoup en tournée et on a trouvé une forme d'épanouissement comme ça. Et effectivement, la formule live, elle a changé pratiquement sur chaque album depuis le début. Actuellement, c'est un chanteur, à un moment c'était une chanteuse, je crois. Un chanteur et une chanteuse en ce moment, de chaque côté de la scène, comme un orchestre en fait, une espèce d'orchestre psychédélique, c'est un peu ça l'idée. En fait, on a complètement pompé le principe du bel canto orchestra de Pascal Comlade. Je dis ça vraiment de manière humble, hein. Évidemment, on leur arrive pas à la cheville, mais nos deux modèles, si tu veux, c'est le bel canto et les Bad Seeds de Nick Cave. Cette idée d'avoir un orchestre où tu peux passer de 5 à 15 personnes, tu vois, suivant les possibilités et le moment, quoi. Et est-ce que c'est bien ta voix qu'on entend sur la majorité des morceaux? Et pourquoi sur scène, toi, tu ne chantes pas? Par timidité, parce que je suis pas du tout chanteur. J'ai vraiment besoin de prendre du temps pour faire ça en studio. Ça, c'est une des raisons. Ça fait 2 raisons. Et la 3e raison, c'est que j'adore jouer de la guitare et que je suis bien incapable de jouer de la guitare et de chanter en même temps. Donc, je préfère me libérer de ça et le faire par des gens qui le font bien. Même si je me fais engueuler souvent parce qu'il y a des gens qui aiment bien le grain de la voix sur le. Et c'est Marie qui fait toutes les voix féminines aussi la plupart du temps sur les disques. Et là, elle joue de la batterie et elle chante pas. J'ai cru comprendre aussi qu'avant de commencer l'aventure Voluminianas, tu étais vendeur à la Fnac. Et après j'ai été vendeur à la Fnac pendant 10 ans. Et comment aujourd'hui tu consommes toi la musique avec Marie? Alors on la consomme en vinyle depuis le début, depuis qu'on est gosse. Avec Marie on se connaît depuis qu'on a 15-16 ans, donc là on en a 46. Donc on a eu le temps d'en acheter des disques. Et on a 80% de notre collection de disques, elle est en vinyle. On a un tout petit peu de CD, sinon je fais comme tout le monde, on a un abonnement Spotify qu'on utilise avec notre gamin ou qu'on utilise là dans les loges, tu vois, pour écouter de la musique en tournée, etc. C'est vachement pratique. Par exemple quand je lis une chronique dans Rock & Folk d'un disque que j'ai du mal à choper ou que je voudrais me commander, je l'écoute d'abord sur Spotify. Donc pour ça c'est hyper pratique. Si tu décides de découvrir un truc, enfin voilà, moi je trouve ça plutôt bien foutu, même si tu trouves pas tout. Mais sinon on la consomme chez les disquaires indés. Moi je vais régulièrement voir mes anciens collègues à la Fnac acheter des disques, où il y a de plus en plus de vinyles, donc c'est très bien. C'est mes potes, hein, j'y suis resté très longtemps. Et voilà, comment on consomme la musique. La VPC, de moins en moins. Mais après, pour être complètement sincère avec toi, j'achète au moins moitié moins de disques qu'il y a une quinzaine d'années, où là on était plus vinyle junkie moi j'étais vraiment complètement obsédé par ça. Là aujourd'hui en vieillissant un peu moins parce que je suis de moins en moins surpris peut-être, je sais pas, mais ce qui est pas tout à fait vrai parce que par exemple si tu te mets à la musique psychédélique libanaise, et ben là t'as un pan de musique qui s'ouvre à toi et tu peux y rester 2 ans dessus, tu vois. Donc ça dépend des périodes, du type de rencontres qu'on fait, de ce qu'on nous fait écouter, etc. Mais quand on était plus jeune, on partait en vacances que dans des endroits où, enfin moi en tout cas il fallait qu'il y ait un disquaire dans la ville où on allait en vacances parce que sinon ça m'intéressait pas, tu vois, ce genre d'obsession là quoi. Et vous écoutez quoi en tournée? Là en ce moment on écoute les mêmes trucs que l'été dernier, c'est pour dire qu'on n'a pas beaucoup évolué. On écoute Cannes, le groupe allemand, on écoute Sleaford Mods, on écoute JC Satan, on écoute beaucoup les démos qu'on est en train de faire avec Anton Newcomb parce que du coup là on est en train de boucler un disque et il faut vraiment écouter tout le temps l'évolution des mixages et tout ça. Donc moi là aujourd'hui j'ai écouté ça toute la journée sur iTunes dans le camion. Voilà ce qu'on écoute. Et puis on écoute France Inter aussi parce moi j'écoute ça depuis que je suis petit et on est super fan de France Inter et de France Culture. Une radio qui a été parmi les premières à vous diffuser aussi? Depuis le tout début, France Inter nous ont filé des coups de main depuis le premier 45 tours je crois. Ouais. Est-ce que vous écoutez aussi le VGF Underground? Ouais, alors j'ai pas leur disque mais on les a vus et c'est vraiment un super groupe. Ouais. Je trouve ça vachement bien. Je dis ça parce qu'ils jouent demain ici, il y a quelques connexions. Ouais. Et là on vient de voir chez Cannibal, c'est ça? Qui est chez Born Bad, un groupe qui s'appelle Cannibal, je crois. On les a vus au Ye Festival et c'était mortel. Les recommandations de Voluminianas. Parfois vous faites ce que vous voulez. Mais le nouveau JC Satan est super beau. Et le prochain, là on a eu la chance d'écouter l'album de Tess Park aussi qu'a produit Anton et c'est une pure balle. Ouais. Son premier album était génial, l'album qu'ils ont fait ensemble. Encore mieux je trouve, vraiment c'est super bien. Ouais. Merci beaucoup Lionel. Plaisir. Et bon concert. Merci. Merci. Salut.